Bonsoir les zines, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Je suis avec mon acolyte Louisa Benchawan. Louisa, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très content de vous retrouver pour cette saison 2 de Demain le Monde. Bah ouais, très content de te retrouver aussi pour refaire le monde. Si comme nous vous faites partie des gens qui pensent que le monde ne tourne pas bien rond en ce moment, qui s'attristent de le voir toujours plus pollué, toujours plus abîmé, et qui ne comprennent pas pourquoi on laisse les plus pauvres s'appauvrir et les plus riches s'enrichir tout en faisant péter leur empreinte carbone, alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici on se résigne toujours pas à ça. Demain le Monde, c'est votre émission spéciale consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble. Et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni les gens ni la planète. Et aujourd'hui, pour refaire le monde avec nous, on est très heureux d'être en compagnie de celle que l'on nomme Shirley Soignon. Salut Shirley. Hello. Ça va bien? Ça va. En forme? Ça va, je suis concentré sur un truc quand même, tu sais. Ouais. Il m'a donné un exercice, on en parlera tout à l'heure, attention, mais je blague pas là. Il y a du très lourd qui arrive dans cette émission, vraiment, restez bien connectés. Alors pour commencer, Shirley, qu'est-ce que ça t'évoque Demain le Monde, le nom de notre émission? Eh ben tout de suite, en off, je t'ai dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'intéresserait pas aujourd'hui? Parce que demain, ça se fait aujourd'hui, non? L'avenir se construit hier, comme dit mon père. Exactement. Voilà, je te fais penser à ça. On rentre dans le philosophique directement. Ah, tu connais maintenant. Hein. Pour rentrer dans l'instant, quoi, directement. Tout à fait, ici et maintenant. Alors Shirley, peut-être pour celles et ceux qui ont grandi dans une grotte au coin du feu et qui te connaissent pas, t'as été humoriste pendant une bonne vingtaine d'années. Le grand public t'a découvert dans la célèbre émission On ne demande qu'à en rire sur France 2 au début des années 2010. Ensuite, t'as fait plein de choses. T'as participé au Jamel Comedy Club, t'as joué tes propres spectacles, t'as même monté ton propre comedy club à Barbès, à Paris. Et puis il y a 2 ans, t'as décidé d'arrêter la scène pour des raisons de santé mentale notamment. Et en ce moment, tu tires un peu ta révérence avec une tournée de ciné-rencontres. Donc tu diffuses ton dernier spectacle de stand-up Être humain, un show où tu te questionnes sur la santé mentale, l'identité, le genre, la race, beaucoup de choses. Et nous, on avait envie de t'inviter aujourd'hui parce que ton discours, il nous a inspirés. Et dans Demain le Monde, on essaye de parler un peu d'utopie, de réinvestir cette idée que, voilà, pour certains, ça peut paraître un peu désuet, mais nous, quand on voit un peu le monde dans lequel on vit, on se dit qu'on a au contraire besoin de rêver, de réinventer demain. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée d'utopie ? Oui, c'est ça, c'est tendre vers son rêve. Et effectivement, il faut continuer de rêver parce qu'on oublie de rêver et on est un peu trop. On rêve pour Instagram, Facebook et toutes ces grandes firmes, mais on n'a plus nos propres rêves, quoi. Hein. Donc du coup, en tant qu'artiste, c'est hyper important, évidemment, de continuer de garder cet imaginaire là et de tendre vers surtout. T'es pas du tout de celles et ceux qui pensent que c'est un peu un idéal passé et que c'est désuet de parler d'utopie, quoi. Parce que ça peut être utilisé, tu sais, c'est un peu la définition même de l'utopie, c'est que c'est pas désuet, mais c'est quelque chose on tend vers ça, mais on sait que c'est une utopie, donc dans le sens où c'est qu'une action d'aller vers, mais c'est évidemment, c'est beaucoup de... Il faut rêver, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime le cinéma, qu'on aime la fiction, qu'on aime créer des histoires, qu'on aime raconter des histoires, pour rêver et pour avancer avec ça. Ouais. Quoi. Donc oui, c'est hyper important, évidemment. Rêver et se battre dans l'instant, comme tu viens de le rappeler. Et ça tombe bien, parce qu'on va en parler longuement, mais il faut que tu saches que dans Demain le Monde, on a une tradition. C'est qu'on évacue nos émotions contraires en tout début d'émission, les hypes comme les seums. Et on va commencer tout de suite avec toi, Louisa. Et moi, j'ai trop le seum depuis que je suis né. Et Louisa, je crois que t'as pris le seum quand les méga-feux ont ravagé Los Angeles en janvier dernier. C'est ça, je pense que comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai été choquée par les images de LA. Il y a eu notamment 24 morts à Los Angeles au cours de ces incendies. Donc je pense que le monde entier a vu ces images. Mais moi, il y a un point un peu plus social que je voulais évoquer. C'est notamment le fait que pour éteindre ces incendies, on a fait appel à des prisonniers. Donc des prisonniers sont venus renforcer l'équipe de milliers de pompiers qui étaient déjà présents sur place. Au total, il y avait 939 détenus. Et je me suis demandé si c'était nouveau, si c'était volontaire de leur part ou non, parce que ça peut paraître un peu choquant comme ça quand on ne connaît pas le système américain. Et en fait, c'est pas nouveau du tout. Depuis 1915, la Californie utilise des détenus comme pompiers. Il y a même une quinzaine d'États qui font pareil aux États-Unis, que ce soit l'Arizona, la Géorgie. Enfin bref, c'est un programme d'insertion auquel ils acceptent de participer. Oui, ça pose pas mal de questions. Un des problèmes, c'est qu'ils sont payés une somme inférieure au salaire minimum. C'est ça, la rémunération est totalement dérisoire. Ces pompiers prisonniers sont payés entre 5 et 10 $ par jour, et vraiment 10 $, c'est le max du max. Ouais. Et c'est un salaire bien trop faible pour le travail qu'ils font, qui est extrêmement dangereux, alors que eux, les pompiers professionnels, ils sont quand même bien mieux payés. Et je parlais de dangerosité, les conditions de travail, elles sont assez désastreuses, comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont pas mal exposés à des fumées toxiques.
notamment lorsqu'ils doivent attendre des longues heures avant d'intervenir aux côtés des pompiers professionnels, et surtout ils n'ont pas un équipement adéquat comparé aux pompiers professionnels, donc ils sont extrêmement vulnérables. Alors il y a quelques pompiers qui ont été interrogés, donc des prisonniers qui disent que pour eux c'est plutôt cool parce que ça leur permet d'avoir un salaire un peu plus important que les autres travails qu'on leur propose en prison, et ça leur permet aussi d'avoir une certaine valeur auprès de la société et de se revaloriser eux-mêmes. Mais par contre, ironiquement, une fois libérés, ces anciens détenus ont souvent du mal à obtenir des emplois de pompiers professionnels, car leur casier judiciaire leur interdit l'accès à certaines certifications qui sont nécessaires dans les États, y compris la Californie. Ouais. Après, pour le coup, l'exploitation de la population carcérale aux US, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. Il y a même l'auteur Bell Hooks qui en parlait, qui dénonçait la manière dont les prisonniers étaient utilisés comme une main-d'œuvre bon marché pour les bénéfices des grandes entreprises, où les personnes incarcérées sont souvent issues de communautés noires, latino et plutôt pauvres. Et justement, ces personnes-là sont forcées à travailler pour des salaires misérables et inexistants parfois. Et ça rappelle d'autres formes de racisme environnemental, parce que justement, on peut parler dans ce cas-là de racisme environnemental, vu qu'il s'agit souvent de populations racisées qui sont envoyés pour faire ce type de travail et qui sont particulièrement vulnérables déjà en temps normal, parce qu'il faut savoir que les minorités sont placées dans des environnements plutôt nocifs, que ce soit des quartiers populaires installés près d'anciens sites industriels déjà pollués, ou alors de sites où l'eau est contaminée. Ouais, donc bon. C'est terrible parce que c'est un des rares moments où le réchauffement climatique touche directement les plus riches et les responsables du principal du changement, on va dire. Mais c'est quand même les prisonniers et les populations racisées qu'on va envoyer pour éteindre l'incendie. Tu avais entendu parler un peu de cette news-là ? Pas du tout, ouais, je découvre totalement ce que tu me dis là. Et il n'y a pas eu d'évasion. Aucune tentative d'évasion, quoi. Non, mais après, il y a quand même un tri parmi les prisonniers. On prend on prend ceux pas qui évidemment. Courent pas. Okay. Non, mais tu vois, si quand même, il faut avoir une certaine condition physique, mais tu vois, ça va être des prisonniers qui ne sont pas condamnés pour des crimes. D'accord. Mais ouais, non, c'est terrible, évidemment. Mais c'est un système qui est en place depuis très longtemps, évidemment. Terrible. Ouais. Et moi, je voulais vous parler d'un truc qui m'a plutôt hypé ces derniers temps. Alors, je sais pas vous, l'équipe, mais moi, quand j'essaye de suivre un peu l'actualité politique, je trouve que c'est dur de se réjouir. On a l'impression qu'il y a peu de décisions qui vont dans le sens de la justice sociale, de l'écologie, donc de ce qu'on défend dans Demain le Monde. Mais parfois, il y a une petite lueur d'espoir dans cet océan d'obscurité. Et de temps en temps, on arrive à accrocher des victoires et il faut les savourer. Et justement, le 20 février dernier, ça a été une journée historique en ce sens. Rafraîchis-nous la mémoire, Val. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier ? Alors, le 20 février, pardon. Pour faire simple, c'était ce qu'on appelle la niche parlementaire des écologistes. Donc ça veut dire que le temps d'une journée, donc l'Assemblée, nos députés, ils ont examiné des propositions qui ne provenaient que des écologistes. Et parmi ces propositions, il y avait notamment l'interdiction des PFAS, vous savez, ces polluants éternels qu'on retrouve dans les ustensiles de cuisine, dans les cosmétiques, dans certains textiles imperméables. On en a beaucoup parlé en 2024, il y a notamment la militante écologiste Camille Etienne qui en avait fait un documentaire. Et puis la deuxième proposition, elle était inspirée des travaux d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman. C'était une mesure qui visait à soumettre les ultra-riches, donc les 4000 personnes en France qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, à un impôt plancher de 2 euros. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais 2 euros, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une mesure, 2%, pardon, c'est quand même une mesure qui pourrait quand même rapporter 20 milliards de recettes par an. Et comme on sait aujourd'hui que les plus grandes fortunes du pays, elles paient proportionnellement moins d'impôts que vous et moi, et qu'en plus, les plus riches sont responsables de la grande majorité des émissions de CO2 par leur train de vie, par leur consommation, eh ben on se dit que c'est une mesure qui a du sens. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas forcément gagné. Bah ouais, le climat... Eh ben ouais, ça a été adopté. Parce qu'on pouvait se dire que le climat politique actuel, il n'allait pas nous rendre optimistes, mais finalement, grâce au taf des militants de terrain, des médias qui ont fait leur taf aussi pour informer sur la dangerosité des PFAS, les deux propositions, elles ont été adoptées. Alors, c'est pas gagné parce qu'il faudra encore que ça passe au Sénat, tu vois. Mais voilà, c'est une des rares victoires qu'on a pu savourer ces derniers temps. Donc, en tant que défenseur d'un monde plus juste, plus durable pour tout le monde, ça nous a fait plaisir. Ça prouve aussi que l'activisme fonctionne. Donc, ça incite à pas baisser les bras, même dans les périodes un peu compliquées. Toi, Louisa, comment tu as réagi quand tu as appris ces nouvelles ? C'est génial parce que c'est vrai qu'on avait un peu suivi cette affaire de PFAS ici à Demain le Monde. Et moi, j'ai été hyper sensibilisée par le documentaire de Camille Etienne. J'ai même jeté une poêle. Ouais. Donc voilà, je fais attention à ce que j'achète. Donc non, mais c'est bien, c'est cool.
T'as jeté tes poils aussi, Shirley? J'ai tellement pas jeté mes poils. Je vais tellement mourir bientôt. Après, elle était sur la fin, ma poile, j'avoue, donc... On va te montrer le documentaire à la fin de l'émission. Je découvre plein de trucs, là, je suis comme un enfant. Ça a l'air trop bien, votre mot. Et d'ailleurs, Shirley, j'imagine que tu seras d'accord avec ça, mais pour avoir envie de changer le monde, de le réinventer, de donner corps à une utopie, il faut déjà l'observer pour se rendre compte qu'il y a certaines choses qui dysfonctionnent, qui ne marchent pas, et s'en indigner aussi. Toi, est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu t'es indigné de quelque chose? Je crois que je crois que je devais être enfant, tu sais, les trucs et les déchets par terre. D'ailleurs, mon petit fait un peu la même chose maintenant. Enfin, tu vois, je me rends bien compte, ça le rend dingue. Il est là, mais pourquoi il est par terre alors qu'il y a une poubelle là? Tu sais, ce truc qui rend dingue, quoi. Ouais, et puis qu'après, on a fait tous, mais à un moment donné, quand on a. Non, vraiment, ce truc de jeter par terre, ça me rend malade. Et ça m'arrive souvent de ramasser des trucs. C'est assez simple. Hein. Ouais, tu l'as toujours. Mais c'est ton environnement. Ouais, toujours. Ça, je peux passer mon temps dans un parc à faire ça, mais en regardant un peu les autres, genre, regardez comment je fais bien, moi. C'est quand même pas compliqué de faire ça, merde. Tu vois? Moi, des fois, j'hésite à regarder mal les gens qui jettent des clopes par terre et tout. Je me dis, attends, est-ce que c'est constructif de le faire ou pas, tu vois? Mais non, regarde, non, mais le faire, montrer que tu peux juste ramasser un truc, c'est vrai que faire le geste sans parler. On est vraiment sur la base de la base. Mais c'est important. Mais c'est con, c'est con, mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. Est-ce qu'il y a un événement vraiment ou une image qui t'a mis un peu la puce à l'oreille et qui a fait comprendre que quelque chose n'allait pas, sur le plan écologique notamment? Pas par exemple un ours polaire, tu vois, genre des méga feux. J'en rencontre très peu des ours polaires. Ouais, mais comme ça à la télé, tu vois, comme ça. Non, mais franchement, en fait c'est con, mais je pense que si vous vous rappelez bien, enfant, on voit bien qu'il y a un problème en fait. Et puis après, évidemment, t'as aussi cette histoire de recyclage où t'es en mode, on comprend pas trop. Moi, j'ai du mal à comprendre encore, tu vois, parce que encore tout à fait sincèrement, et tu le sais, c'est des choses auxquelles je m'intéresse maintenant parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est pour s'intéresser à l'écologie et à son environnement, faut déjà qu'à l'intérieur de soi ça aille bien. Et en fait, je me rends bien compte que c'est ça moi en tout cas, c'est mon combat pour me réveiller moi personnellement et puis réveiller aussi les gens à côté de moi. C'est pour qu'on a envie d'un environnement cool, il faut qu'à l'intérieur on se sente bien, quoi. Et on se sent tellement pas bien, on est tellement triste, tu vois, que c'est compliqué d'être conscient du monde qui nous entoure quand on essaie de le fuir. T'as tes problèmes à gérer, tout ça. Au-delà des... Ouais, c'est ça, c'est genre... c'est ça, les problèmes à gérer, mais sur le mal-être. Le mal-être dans lequel on vit fait que t'as clairement envie de polluer ce monde. Je le vois bien, les gens qui font ça, qui jettent des trucs et tout. Tu sens qu'il y a un vrai truc de... Et alors quoi? Ouais, ça reflète ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Tu vois? Et je pense que c'est la première chose à faire pour les personnes qui seraient pas du tout sensibles à ça. C'est déjà de s'intéresser à eux et à leur on est pollué en tant que corps-esprit, quoi, tu vois. Se dépolluer en tant que corps-esprit, ça permet vraiment de, je pense, après s'intéresser à... Oui, bah évidemment que j'ai envie que le monde qui m'entoure soit bien. Donc moi, c'est mon vrai questionnement sur l'écologie en ce moment. Parce que j'ai plein de potes qui sont très sensibles, notamment Swan Périsset, et qui s'y intéressent énormément. Et moi, je me suis rendu compte, j'étais en mode, ok, moi, évidemment que je suis sensible à ça, mais j'ai bien compris par mon histoire personnelle que je pouvais pas aller là-bas tant que j'avais pas réglé mes problèmes perso. Tu vois, c'est un peu con, hein, mais... Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité du monde. Pardon, vas-y. Non, c'est la réalité du monde dans lequel on vit, en fait. C'est que pour être sensible à ça, il faut être sensible à soi, quoi. Swan Périsset qui était là pour la première émission de cette saison 2 de Demain le Monde. Moi, ça me rappelle aussi, finalement, l'iPhone, c'est un objet qui a été là dans toute ta carrière. Tu en as parlé à plusieurs reprises pour des raisons un peu différentes. Et aujourd'hui, voilà, on sait que les technologies, elles ont un coût, que ce soit humain, parce que en fait, on fait travailler des humains dans des mines pour récupérer les minerais, mais aussi un coût environnemental, dans le sens où ça détruit des paysages, des écosystèmes, etc. Toi, c'est marrant parce que l'iPhone, t'en as parlé, t'as dit que tu arrêtais, après t'as repris. Galère. Et en fait, c'est juste les contradictions qu'on peut avoir, les dissonances. Comment est-ce que t'essayes d'avancer et de vivre avec ça? C'est ça, j'ai fait plein de tests différents et je me suis rendu compte que c'était encore une fois une question de santé mentale. J'ai essayé le Fairphone pendant longtemps, j'ai eu le Fairphone pendant 2 ans et clairement c'était compliqué parce qu'il était encore en mode prototype et tout et que moi j'étais dans un monde capitaliste qui va très 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 vite. On n'a pas le temps que je recharge mon téléphone qui s'éteint tous les 2 secondes, etc. Et donc évidemment j'ai toujours en tête cette idée d'arrêter à un moment donné, mais d'avoir... En fait tu te rends compte de l'ambivalence du monde dans lequel on vit, quoi. On est obligé, j'ai eu un téléphone
tu vois, de dealer pendant longtemps, là. Téléphone où t'as pas d'écran. Et moi, j'adore. Hein. J'ai pas besoin du téléphone dans ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle m'y oblige. Donc, en fait, c'est aussi accepter effectivement ces contradictions du monde dans lequel on vit. L'idée de vivre à la campagne et de s'écarter un peu de tout ça fait qu'au fur et à mesure, par contre, je suis pas du genre à changer de téléphone tous les ans comme tous les copains là. En mode, il y a le nouveau, il y a le truc, je mets à jour ça, je consomme pas Amazon, tu vois, je fais au minimum de minimum. C'est-à-dire vraiment une fois dans l'année à chaque fois, je suis là, voilà, je l'ai fait. Mais et ça, pour le coup, ça va. C'est pas tant un effort que ça de pas racheter le dernier iPhone en soi. Bon. Il y a un petit délire. C'est presque un effort pour toi? Non, pas pour moi, mais je le vois bien à l'échelle, tu vois, des gens qui m'entourent. Je fais quand même, il y a un petit délire. Nouveau kit main libre, nouveau truc. C'est fou de juste pas se contenter de ce que t'as déjà. T'as dit kit main libre en 2025, je suis choqué. Ouais, je suis vieille. Oh là là, c'était. En tout cas, Shirley, là, pour l'instant, laissez-moi tranquille. On parle des déchets, des clopes, des mégots de clopes et de l'iPhone, mais tout ça, c'est des comportements individuels. En réalité, pour avoir un monde plus juste pour les gens, plus durable pour la planète, c'est pas que des gestes individuels, c'est aussi des décisions collectives qu'on doit prendre. Évidemment. Et justement, tout à l'heure, on parlait de politique. Comme nos gouvernants actuels, ils préfèrent parler d'immigration, de défense, plutôt que de justice sociale et d'écologie, eh ben, on s'est dit qu'on allait te proposer, Shirley, de créer ton propre gouvernement. Contre toute attente, François Bayrou démissionne sous la pression populaire. Le peuple réclame la nomination de Shirley Soignon à Matignon. Évidemment. Et le président de la République, étonnamment, il cède. Donc te voilà première ministre. On veut savoir qui tu vas mettre dans le gouvernement Soignon. Sauf qu'on te rajoute une toute petite difficulté, c'est que tu n'as pas le droit de citer de personnalité politique. Alors pour commencer, je te propose de nommer ta ministre ou ta ministre de la transition écologique. Écoute, moi, c'est un vrai boulot là que vous m'avez donné, ça m'a mis la pression. Alors évidemment, dans mon gouvernement, il n'y a que des artistes sensibles, mais transition écologique. Tiens, Swan Périssé, j'y avais même pas pensé, mais enfin j'y ai pensé et je me suis dit bon, c'est un peu évident. Mais Julia Duchossois, dont je t'ai déjà parlé, je crois, qui est une actrice, mais aussi une personne activiste dans la protection des océans et qui a un spectacle qui s'appelle Le Monde du Silence Gueule et qui m'apprend énormément de choses sur tout ça et bon, qui est clairement maintenant dans l'éco-anxiété de fou, mais qui est là, qui est présente et qui fait énormément de choses auprès de la jeunesse pour apprendre aussi à être sensibilisé à ça. Donc j'ai pensé à Julia Duchossois et pour avoir un gouvernement mixte quand même en termes de ministère, qu'elle soit pas toute seule, parce qu'on peut pas gérer les choses tout seul. Déjà c'est un problème d'avoir un ministre pour un truc quoi. Ali Rebéi, j'ai pensé à Ali Rebéi parce que je trouve qu'il est hyper sensible à ça aussi, à sa manière, tu vois, et je trouverais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui est pas directement dans l'écologie mais qui pourrait avoir un point de vue extérieur. Et j'aime beaucoup sa façon de penser. Ouais, j'aime beaucoup sa façon de penser. Je pense qu'il aurait un truc intéressant là-dedans, et surtout parce qu'il y a trop de monde dans le ministère de la Culture. Du coup, je l'ai remonté au ministère de l'écologie. Justement, dis-nous qui tu mettrais au ministère de la Culture. Blanche Gardin. Et avec Camille Montcarnel. Toujours un binôme, en mode binôme. Elles ont vraiment deux vibes, deux vibes différentes, mais deux visions qui me plaisent beaucoup et qui, je trouve, sont assez complémentaires. Bon, on aurait clairement une ministre de la Culture avec Blanche qui rentrerait bien dans l'art, quoi. Et puis ouais, c'est ça, ministre de l'Éducation nationale, on passe? Ou alors vous voulez sinon, on est curieux de savoir qui tu mets à l'Éducation nationale. Il y en a beaucoup. Donc alors, il y a ma tante. Pourquoi ta tante? Parce qu'il faut toujours mettre quelqu'un de la famille à un moment donné. On est à la présidence. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle est hyper sensible à l'éducation nationale. Elle travaille beaucoup dans l'arrondissement du 18e et elle fait énormément de choses pour la jeunesse, notamment réinsertion des jeunes, des jeunes de quartier en leur apprenant la plongée. Ils ont des cours de plongée, de sophrologie, ils se découvrent à travers justement des voyages en Normandie où ils vont faire des trucs de plongée où ils se rendent... Enfin, tu sais, c'est un vrai délire d'aller... En Normandie, je savais même pas que tu pouvais faire de la plongée. Ouais, tu peux en faire partout, cool. Là où il y a des piscines, en fait, il y a des piscines de plongée. Tout simplement. Et Andrea Bescon, l'éducation nationale, avec Carl Zéro, évidemment, parce que il serait temps de faire des choses pour au-delà de l'éducation nationale en soi, mais aussi pour la jeunesse et la protection de l'enfance, parce que pour pouvoir évoluer en tant qu'enfant, il faut déjà être protégé, et c'est pas trop le cas en ce moment, hein.
Et quels seraient tes 3 chantiers prioritaires? Alors, comme je disais, ma maison, hein, je rigole. Public. On va en parler un peu plus Je suis un tard. président, je suis pas un président. Président honnête. T'as tous les droits. Non, mais évidemment, je parlais de l'enfance, mais la lutte contre la pédocriminalité me paraît être essentielle aujourd'hui, parce que la société de demain, elle se construit aujourd'hui, encore une fois, avec les jeunes. Donc la lutte contre la pédocriminalité, bon sang, allons-y, quoi. Mettons des lois cohérentes pour qu'on protège nos enfants. Et donc notre santé mentale future. Et la réforme de la police. J'aimerais bien une police de proximité. Moi, à chaque fois, je suis assez choquée de voir qu'on n'arrive pas. Genre, j'essaie de leur dire bonjour et il n'y a jamais de regard croisé. Je vais dire bonjour, tu sais, ils ne voudraient pas dire bonjour. Et on se sentirait quand même plus en sécurité avec des gens qui nous disent bonjour déjà. Avec des gardiens de la paix et pas des forces de l'ordre. Ouais, tu vois, une vraie police de proximité qui est là pour nous et pas contre nous. Parce que c'est aussi comme ça que tu te sens mieux dans ton environnement de quartier. De proximité, tu vois, pour te sentir encore une fois appartenir au monde dans lequel tu vis, quoi, et te sentir en sécurité. Et puis évidemment repeupler les campagnes, désengorger les villes. Attends, je suis pas mal, hein. Ouais, franchement, moi je suis très chaud pour ce. Bon, j'ai encore quelques boulots sur l'écologie, mais on y arrive. Ouais, non, on peut pas être bon partout. Il y a beaucoup d'idées, franchement. Tu vois, et puis retravailler l'histoire de l'agriculture, enfin repenser l'agriculture française pour que les agriculteurs agricultrices ne soient pas obligés de faire en masse pour vendre à des grands groupes. Et essayer de vendre de façon dans leur localité, quoi. Tout simplement, revenir à des choses beaucoup plus simples. T'as planté plein de graines, sans mauvais jeu de mots, et on va en parler plus tard dans l'émission. Alors Shirley, normalement cette idée de changer de vie, de se projeter, je crois qu'elle te parle, puisqu'il me semble que tu as déménagé en Bourgogne, à la campagne, il y a une paire d'années déjà. Et là tu retapes complètement une vieille maison. Tu as pour projet d'ouvrir la maison Soignant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Oui, alors on n'est pas sûr du titre déjà, mais effectivement, c'est un titre provisoire, maison Soignant. En fait, déjà pour parler de mon déménagement à la campagne, je me rends compte que la transition, justement pour moi écologique, elle met du temps, tu vois, parce que vraiment, quand tu habites en ville à Paris, etc., comme on va chez Franprix acheter des tomates, vraiment, là déjà faire pousser des tomates, ça fait 2 ans que je suis dessus. Ça fait vraiment 2 ans que je suis dessus parce qu'il faut prendre le temps, il faut respecter les saisons. Moi, vraiment, je ne savais pas qu'il fallait des saisons pour mettre des tomates. Donc, déjà, je capte ça. Donc, la transition, je me rends compte qu'elle est un peu longue et lente, mais je suis patiente avec ça. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses, des besoins qui ont sauté dans ma vie et qui me rapprochent de plus en plus de l'écologie. Donc ça, c'est cool. Et je me dis, la maison à côté, elle va être... c'est à la fois une maison culturelle et sociale, mais dans laquelle, effectivement, pour la mise en place des chantiers, etc., je me dis, il y a forcément des conseils à prendre de personnes qui sont, tu vois, dans les matières, le choix des matières, etc. Donc, c'est un appel, presque un appel à projet là, qu'on peut faire même à la radio. C'est toutes ces personnes qui sont dans ces chantiers écosystèmes de ruralité. Franchement, envoyez-moi un message avec grand plaisir parce que je suis prête et j'ai très envie d'ailleurs de communier avec des personnes qui sont déjà dedans. Le but, c'est pas de faire un énième truc isolé, mais de m'inspirer de ce qui est déjà fait. D'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle Humanovia qui m'a contacté en disant mais ça me parle vraiment cette idée de maison et tout. Donc moi je suis tout oui pour apprendre plein de choses et faire des chantiers participatifs justement qui permettent notamment à des jeunes de ville de venir apprendre. Et moi je commence le jardinage, donc venez apprendre le jardinage avec moi, découvrir c'est quoi avoir les mains dans la terre, le bien-être que ça fait au corps et à l'esprit, quoi, qui est la même chose d'ailleurs, mais voilà. Mais donc ce sera de l'accompagnement artistique, quoi. Pas que, aussi. Oui, aussi bien sûr, il y aura de l'accompagnement artistique. En fait, il y a plein de volets. En fait, j'ai envie vraiment de faire, c'est mon utopie, quoi. Donc évidemment, il y a donner corps à ton utopie là-bas. Ouais, évidemment, il y a cet aspect très simple pour moi de venir travailler avec des artistes à la campagne, parce que c'est vraiment pas la même chose de bosser au calme, tu vois, en se disant pas dans 1 heure faut que ça soit fini parce qu'après j'ai un autre rendez-vous avec un tel, je sais pas, au Grand Boulevard, etc. Mais d'être vraiment ici et maintenant et de prendre le temps vraiment pour son travail artistique, parce que l'art demande du temps déjà, tu vois. Et donc ça, c'est mon côté naturel sur l'art. Mais clairement, je me suis rendu compte que passer un moment humain avec des gens, juste à mettre les mains dans la terre et à discuter, tu vois, avoir ce petit truc où tu prends du thym dans le jardin, de la menthe, tu vas aller faire un thé, discuter. Moi, il y a cet aspect très social et humain qui m'apporte et que je connais. Et j'appelle à toutes les personnes qui seraient plus encore avancées que moi dans ces chantiers-là pour la rénovation
pour le côté, le dur, quoi, à vraiment venir m'envoyer des messages, et c'est déjà le cas, pour me dire, ok, ça, je peux compter sur un tel, parce que moi, j'y connais que dalle, mais j'ai très envie de faire quelque chose de conscient lié à la rénovation, quoi. Je vais pas aller chez Ikea, si tu veux. Ouais. Voilà, on va retaper des choses, on va essayer de faire des choses avec de la seconde main, etc. C'est ce que je fais déjà dans ma vie, parce que j'adore les brocantes et tout ça, j'aime bien chiner, voilà. Donc ça, c'est ma part à moi, côté seconde main, mais je suis sûr que dans les travaux, dans les matières, dans le choix de tout ça, il y a des choses à faire, tu vois. Ouais, et des poils à acheter, faire attention aux poils qu'on va acheter. Enfin, tu vois, c'est des conneries comme ça, mais je pense que j'adore les côtés faire des choses ensemble, les collectifs. Donc là, il y a une maison pour le faire, et surtout pouvoir héberger des personnes dans le besoin à des moments, parce que c'est bien beau d'avoir une grande baraque, mais tout le nombre de baraques devant lesquelles on est passé en se disant, ça se voit qu'il n'y a personne. On pourrait mettre des gens là, on pourrait mettre des SDF ou des personnes dans le besoin. Donc clairement, j'ai une maison, je vais le faire, quoi. Et tu parlais de ton jardin, justement. Oui. Ici, on a une artiste que tu connais très bien qui a voulu te poser une question. Salut Shirley, c'est Annie. Dis-moi, je me demandais dans ton spectacle, à un moment donné tu disais ouais, normalement en vrai dans un monde parfait notre métier humoriste il n'existerait pas, parce que tout le monde serait content, on serait là genre tout, je vais récolter mes petits abricots. Je suis pas sûre que c'était abricot le fruit, mais bref. Et du coup je me demandais si toi t'avais un potager, est-ce que tu fais pousser des légumes, et aussi est-ce que tu pourrais m'apprendre, parce que moi je suis vraiment nulle, genre j'ai déjà fait mourir un cactus. Tu as reconnu Tani? Mais bien sûr, évidemment. C'était une pomme, Tani, mais on voit bien d'où tu viens. On connaît ton orientation sexuelle, les abricots tout de suite. Ça avance comment ce potager? Mais comme je disais, ça avance doucement. Alors déjà, quand je suis arrivée, j'avais déjà des herbes aromatiques, etc. Moi, je suis chez mon laurier. Maintenant, c'est ça mon cadeau que je fais à tout le monde, des branches de laurier, tellement il est énorme ce laurier. Donc, à Noël, j'ai ramené du laurier à tout le monde. On a tous du laurier, vraiment, c'est relou. Et donc, là, ça y est, je commence à capter les saisons vraiment. C'est-à-dire que vraiment, j'étais têtue à ce point-là. J'étais en mode, non, mais je vais faire pousser quand je veux. T'es là, mais t'es teubé ou quoi? Il y a des saisons. Donc cet été-là, enfin ce printemps, là, dès que je sors de tu vas le faire proprement. De la tournée, là, je vais bien le faire, parce que la première année, j'étais en dépression. La deuxième, j'ai essayé. La troisième, c'est la bonne. J'ai mis 203. Oui, avec plaisir, Tani, pour te montrer quand moi-même je saurais. Mais en tout cas, déjà, j'ai appris pas mal de choses avec les copains qui ont des énormes jardins à la campagne. Là, eux, ils maîtrisent de fou. Ouais. Donc pour l'instant, c'est eux qui me donnent des tomates. T'es pas obligé de te farcir des tutos YouTube, etc. T'as directement les gens qui bossent à côté. Qui peuvent et puis il y a un vrai partage, quoi. Vraiment, j'ai des grosses barquettes de fraises qu'on me donne parce qu'ils en ont trop, et du coup, tu vois, on échange et j'apprends. Mais vraiment, il faut apprendre, quoi. Il faut prendre le temps aussi d'apprendre. Donc ça vient doucement, mais ça vient. Ça vient déjà, ça a été retourner la terre pendant longtemps, et à chaque fois dire putain, tu vois, faut le faire direct parce qu'après c'est reparti. Tu vas 2 secondes, tu retournes 2 secondes, c'est déjà la jungle et tout, t'es là, ok, c'est la nature, quoi. Genre waouh, ça va vite. Ça va très vite. Donc j'apprivoise mon jardin pour le moment, et il est déjà bien défriché là, donc ça va être cool de pouvoir l'attaquer là dès que j'arrive. J'ai déjà loupé les oignons et tout, les framboisiers qu'on m'a dit là en janvier et tout ça. J'étais là, mais je pars en tournée, tu vois. Mais c'est cool, je suis patiente et ça va venir, complètement. On viendra te voir en reportage pour voir un peu comment ça a avancé. Et on arrive déjà sur la dernière partie de ce 3e épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Ce soir, on est avec l'artiste humoriste Shirley Soignon. Et Shirley, si on a voulu t'inviter à participer à cette émission... bien me faire culpabiliser, voilà pourquoi. Non, absolument pas. C'est parce que justement, on pense que l'humour, la musique, le cinéma, ça peut aussi nous permettre d'imaginer un peu le monde de demain qu'on a envie de voir advenir. Et d'ailleurs, ici, on a des recommandations culture. On ne binge-watch pas ici, on green-watch. Louisa, qu'est-ce que tu as green-watché toi ces derniers temps? Alors moi je voulais vous parler du documentaire Virunga, qui porte le nom du plus ancien parc national d'Afrique au Congo, notamment à l'est du Congo. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette région parce que c'est là-bas qu'ont eu lieu ces derniers temps d'atroces massacres. Donc, alors, pour vous expliquer un peu, ce documentaire, c'est un peu un thriller écologique où on voit des gardes forestiers armés prêts à tout pour protéger la nature, ce parc, et notamment les derniers grands gorilles des montagnes qui sont protégés là-bas. Ils font face à une entreprise pétrolière qui est prête à tout pour faire des forages et donc détruire le parc, ça fait partie de ses objectifs. Ce documentaire, c'est vraiment le pire et le meilleur de la nature humaine.
On voit aussi les conflits armés qui ont lieu sur place dans ce parc national. On voit les débuts de la milice rebelle M23. Et pour rappel, ce mouvement actif dans l'est du pays perpétue des violences contre les populations civiles et tente toujours d'occuper des territoires riches en ressources naturelles. Et de manière générale, ce qui se joue au Congo, pas qu'à Virunga, c'est aussi une guerre pour le contrôle du territoire et des richesses minières, notamment le coltan et le pétrole. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ça continue d'être des moteurs de ce conflit. Et le parc reste une zone hautement stratégique. Donc si cette zone est convoitée, c'est aussi pour assurer la soutenabilité de nos modes de vie en Occident. Donc ça fait du bien de voir des personnes aussi engagées pour la nature dans ce documentaire aussi. Virunga sur Netflix, on se note ça. Moi, je voulais aussi vous parler rapidement du dernier défi de Debra. Alors, pour les OG Demain le Monde, Debra, il était venu dans la première saison. C'est un gars qui est devenu célèbre avec ses marches. En fait, il marche, quoi. Il est allé à Marseille à pied, ensuite il est allé à Lisbonne, et là, dernièrement, il a fait Paris-Alger. Et là, il s'est lancé un défi d'un nouveau genre qui résumera mieux que moi. C'est pendant mes 482 jours de marche entre Paris et Alger que m'est venue cette idée. Une maison seule, perdue au beau milieu de nulle part, livrée à moi-même, sans internet ni smartphone. Et avec pour seule compagnie, 7 poules. Voilà le défi que je me suis lancé. L'objectif, voir mon niveau de productivité, de créativité, faire une transformation physique et apprendre à me connaître réellement dans cet environnement totalement coupé du monde. Les règles pour cette aventure sont simples. Pour m'alimenter, chaque semaine un panier de 15 € de fruits et légumes sera déposé devant l'entrée du terrain. Pour des raisons de sécurité, j'enverrai un message par semaine sur mon iPhone 15 Pro Max pour confirmer que je suis en vie. Et bien sûr, pour m'aider à accomplir les objectifs que je me suis lancé, j'ai à ma disposition une salle de sport, un workout et une salle de créativité où tout ce que je vais fabriquer sera offert en échange de dons pour l'association Life. Maintenant que le décor est planté, l'aventure peut commencer. Shirley, je t'ai entendu tiquer sur l'iPhone 4 Pro Max, c'est vraiment pour la vanne. En fait, il a juste un vieux Nokia 3310 et il envoie un message par semaine à sa mère en mode « je suis en vie ». Je crois que c'était un placement de produit grossier de ouf. Absolument pas. On est à l'audio, j'étais là, c'est fou ce qu'il y a de... Mais c'est pas sur YouTube ça? Si, c'est sur YouTube. Ouais, c'est ça, je l'ai vu passer. Trop bien. Ouais, j'ai vu ce truc passer et puis j'étais là, ça a l'air très cool. T'as regardé ou t'as juste vu la... Non, j'ai vu la bande-annonce, je sais pas comment je suis tombé dessus en me disant « ah, ça a l'air trop bien ». Et ça y est, c'est parti. Ouais, il y a quasiment tous les épisodes, je pense qu'il en reste encore un ou deux. Parce que ça vient de commencer, c'est ça? Il l'a fait l'été dernier et là il a mis les épisodes en ligne. Là, je suis tombé sur la bande temps. Mais voilà, c'est vraiment un truc. Pour le coup, il s'est un peu coupé du monde. Il avait envie de faire l'expérience de la solitude et puis surtout de vivre un peu en autonomie. Et franchement, c'est super chouette à regarder. Moi, je le regarde comme une série et j'adore. Tu vois, c'est les épisodes qui durent 40 minutes et tu vois, je sais pas, la relation avec ses poules. Au début, il connaît rien aux poules. Il a un pauvre livre sur les poules et comme il n'a pas de réseau et rien à faire de spécial, il lit ça, il apprend tout. Et après, il a une relation de fou avec ses poules. En plus, elles lui pondent pas des œufs dès le début, alors que comme son défi c'est d'être un peu en autarcie, voilà, et en fait il a quand même envie d'avoir des œufs pour avoir des protéines et tout. Et je sais plus, ça met quelques semaines avant qu'il en ait. Et la première fois qu'il en a, il est ému de ouf. Et même moi, j'ai failli avoir une petite larme. Donc vraiment un très beau format à regarder sur YouTube. Donc ça, plus le docu Virunga, c'est ce qu'on vous conseille de greenwatcher dès que possible. Demain le monde, avec Valentin et Louisa. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Demain le monde. Shirley, on le rappelle, donc là, en ce moment, tu es en tournée avec des ciné-rencontres être humain. Tu projettes être humain, tu discutes avec les gens, des beaux moments de partage, de convivialité. C'est aussi ça, réinventer un peu la culture, comme le rapport à nous-mêmes. Je me sens vraiment bien à ma place là, avec ce que je fais. C'est ce que je peux faire de mieux. Et donc, je le fais avec plaisir. C'est vraiment, je répète ce mot faire village, là, cette expression. Parce que on est vraiment comme ça en cercle. Donc au début ils sont assis dans la salle de cinéma et puis après je leur venez à côté de moi et on fait un cercle et l'énergie circule vraiment différemment et tout le monde se regarde et se parle avec bienveillance, même pour se dire des trucs forcément pas agréables, mais avec bienveillance. Et je crois que c'est le début d'une conversation et d'un échange sain pour pouvoir avancer ensemble. Mais c'est ça, faire village, se réapproprier les terres et puis apprendre et s'écouter, quoi. Tout à fait, tout à fait. Magnifique. Demain, on sera avec Clément Viktorovitch pour poursuivre les échanges, le boss final. Ça va changer. Ça va. Ah ouais, là, lui, c'est vraiment le boss final de la rhétorique. Ouais, sur Twitch, il démonte la langue de bois et les coups fourrés des politiques. Et sur scène, il défend un spectacle assez magistral qu'on a vu tous les deux qui s'appelle L'art de ne pas dire. Alors avec lui, on va parler de greenwashing, de la façon dont on tord les concepts écologiques pour les vider de leur substance, de son engagement aussi de manière générale. Bref, soyez présents demain sur Move
à 21h. Merci Shirley d'avoir été là Merci ce soir, à vous. c'était un vrai plaisir. C'était Hâte cool. de voir ton évolution et d'entendre Je pense que je ferai tout une série YouTube, clairement, sur cette maison et ce Allez. chantier. Incroyable. C'est ma chérie, elle m'a dit il faut faire ça, et ça va être rigolo, je On pense. suivra. Trop hâte de regarder ça. J'ai peur des poules. Contact des bras. Merci à Luna à la technique, Manu à la vidéo. Demain, on se retrouve même heure, même lieu avec Clément Viktorovitch. D'ici là, prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, Salut. ciao.